Alors, Alors, quel est votre regard, quelle est votre analyse, quelles sont les motivations et quels sont les objectifs de cette réécriture? alors d'abord, il faut remarquer que, comme, comme il est dit couramment, ce sont les vrais vainqueurs qui, pas seulement d'ailleurs les vrais vainqueurs, en tout cas les vainqueurs apparents qui écrivent l'histoire, ça n'est pas neuf. Et il faut tout de même dire honnêtement que dans une société traversée par les conflits de classe, bref, dans une société de classe, qui dit la vérité ou qui tente à établir la vérité historique, bon, avec des nuances, parce qu'il faut expliquer le rôle quelquefois complexe de l'université, ce sont quand même les classes dirigeantes. Ce sont les classes dirigeantes qui détiennent tous les moyens d'information, ça ne date pas des dernières décennies, c'est-à-dire qui possèdent les journaux, qui possèdent ce qui a succédé aux journaux classiques, aujourd'hui tous les moyens de l'audiovisuel, et compte tenu d'ailleurs de cette extension de l'audiovisuel, du fait que par exemple des médias comme la télévision consacrent une assez grande partie de leurs activités culturelles ou le peu d'activités culturelles qui existent à ce qui passe pour l'enseignement de l'histoire, cette réécriture de l'histoire, ça n'est pas un élément nouveau. Ce qui est un élément nouveau, c'est que, au fond, plus le temps passe, plus les témoins, plus les acteurs, plus les protagonistes d'un événement historique, évidemment, sont, je dirais, sont affaiblis dans la perception d'une guerre. Alors, il faut distinguer deux aspects. Pour la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, nous avons connu, moi je parle de mon cas, je suis historienne française, je suis donc évidemment marquée par le cas des archives françaises. Je suis une historienne française qui a souffert, comme tous les historiens français qui s'intéressaient à la Deuxième Guerre mondiale, de la très très longue fermeture des archives, puisqu'il faut le savoir, c'est quelque chose de très important. Quand Robert Paxton, qui a acquis une notoriété considérable, a publié en français en 1973 un ouvrage qui s'appelait la France de Vichy, il avait été tellement la victime de la fermeture des archives françaises qu'il n'avait pu consulter absolument aucune archive française. Et il avait dû recourir à d'autres choses, et en particulier aux archives que les Américains avaient saisies aux Allemands, puisque dans leur conquête de ce qui est devenu la zone occidentale d'Allemagne, les Américains avaient trouvé des tas d'archives et les avaient transférées à Washington. Bon, alors on a eu, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est une perception de l'histoire dont on peut penser qu'elle a des chances d'être scientifique, même si elle a été tardive. Et puis il y a une perception immédiate, qui est la perception qu'on tue les peuples, et en particulier évidemment les peuples de l'Europe occupée, et le peuple chinois, et le peuple coréen, c'est-à-dire de ceux qui ont subi une occupation effroyable, des pertes effroyables, au lendemain d'une guerre générale. C'est le cas d'ailleurs de la première comme de la deuxième. Il y a naturellement une perception populaire et qui est importante. Alors, vous avez cité tout à l'heure quelque chose d'intéressant, à quoi on se réfère toujours et à quoi on a raison de se référer. C'est le sondage de l'Institut français d'opinion publique, puisqu'on avait, d'ailleurs, qui a été emprunté au modèle américain, on avait un institut de sondage déjà avant-guerre, et en 1900, après 1940, après la défaite allemande ou la victoire alliée, en mai 1945, est organisé en France un sondage, donc un sondage à l'échelle nationale, et c'est très intéressant parce que ça donne l'occasion, je dirais, d'une première mise au point sur la perception de l'histoire.
Ce sondage est un sondage de mai 1945. À ce moment-là, les Français ont le sentiment que les Soviétiques sont responsables, non pas à 75%, mais à 57% de la victoire, pour une raison très simple et qui met l'accent sur un phénomène que finalement on va analyser aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre soit une perception très exacte parce qu'on a souffert considérablement d'une situation, soit une perception faussée parce que les contemporains sont morts, qu'il s'est passé des choses qui ont interdit à leurs successeurs de connaître sérieusement l'histoire et qu'on arrive à une situation comme celle d'aujourd'hui, absolument inverse de celle de l'après-guerre. Ceci étant, il faut le remarquer, si on avait fait un sondage en juin 1944 ou même en septembre 1944 sur la même chose, alors on n'aurait pas eu 57%, on aurait eu, je pense, plus de 75%. Et pourquoi déjà en 1945 c'était faible? Parce que les États-Unis avaient pris le contrôle, malgré De Gaulle, enfin dans des circonstances auxquelles j'ai consacré beaucoup de travaux, les États-Unis avaient commencé à prendre le contrôle de la France. Ils avaient commencé, du point de vue des élites, à prendre le contrôle de la France, je dirais, à titre définitif à cette date, avec l'invasion de l'Afrique du Nord, ou d'une partie de l'Afrique du Nord, puisqu'il n'avait pas eu la Tunisie, le 8 novembre 1942. À partir de ce moment-là, on a des États-Unis qui infléchissent considérablement l'avenir de la France. Comme ils ont déjà infléchi considérablement, je dirais, le destin de la Grande-Bretagne qui s'est fait couper en morceaux à partir de taillé en pièces à partir de 1940, hein, à partir du moment où Churchill est venu mendier les destroyers qui ont coûté à l'Angleterre ses premières bases, et définitivement, parce que quand à l'été 1940, les Américains ont saisi les bases de Terre-Neuve d'une part et les bases de la zone Caraïbe, les Anglais n'ont plus eu le droit d'y mettre les pieds. Alors, évidemment, entre 40 et 45, les États-Unis avaient conquis une partie considérable de l'opinion britannique. Et de 1942 en partie, surtout depuis l'été 1944, surtout depuis la libération de Paris, les États-Unis jouaient un rôle énorme en France. Ce rôle d'ailleurs que j'ai analysé dans l'ouvrage Les origines du plan Marshall, c'est-à-dire comment les États-Unis avaient déjà, comment s'est en quelque sorte mis en place un processus de colonisation de l'Europe qui avait commencé de manière décisive avec la Première Guerre mondiale, qui s'était amplifié dans l'entre-deux-guerres avec un creux, parce que la crise a abaissé le rôle des États-Unis pour des raisons voilà, qui méritent une étude, enfin qui justifient une étude, et les États-Unis, à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, ont en quelque sorte avancé considérablement vers leur objectif défini au XIXe siècle, ce qu'ils appelaient la porte ouverte, c'est-à-dire la conquête d'un marché mondial, pas d'un marché à l'impérialiste comme avant, on se taille tout en pièces et puis le plus gros prendra le plus gros morceau et puis le moyen, etc. C'est non, ça c'est fini. C'est les États-Unis prendront tout parce que leur programme est global et que leur supériorité sur les autres impérialistes est tellement considérable que ça va durer longtemps, ça dure plus d'un siècle, mais ça va se faire. Et là, la France, et c'est très important sur l'IFOP, parce que moi, je connais les archives de guerre, les archives de toute la guerre, c'est-à-dire les archives policières, les archives de renseignement, etc. Et qu'est-ce qu'elles disent? Et on le voit même d'ailleurs dans des ouvrages extrêmement intéressants. Je pense à l'ouvrage que je recommande à nos auditeurs,
à l'ouvrage du très grand avocat qui est un homme très réactionnaire, très d'un anticommunisme, d'un antisoviétisme. Enfin, je veux dire, il fait partie il a la sensibilité ou l'idéologie de la bourgeoisie qui, depuis 1917, ne s'est jamais remise de la révolution bolchevique. Il est les bolcheviks, il est les communistes, mais voilà, il vit dans un pays occupé, il est avocat, comme il est avocat, il s'est même occupé d'ailleurs de quelques cas de communistes, ce qui évidemment, c'est pas de sa faute, pas permis de sauver les communistes du bourreau, mais Maurice Garçon fait, vous voyez, tient un journal. Et si vous lisez le journal de Maurice Garçon, qui à partir de 43, 44 retrouve tous ses réflexes, la terreur de l'Union soviétique, la haine des communistes, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous dit pendant toute la période 41, 44? Il nous dit, et à un moment même, il n'est pas tellement hostile parce que l'occupation allemande est tellement infernale je dirais pour les gens qui ont mal vécu pendant la guerre, qui ont été victimes, qui ont en moyenne, pour les ouvriers et les employés, qui ont perdu 10-12 kilos pendant la guerre, qui ont été victimes de persécutions, etc. Lui, il n'est pas victime de persécutions, c'est un avocat riche, mais il est, voilà, il fait pas partie de ces privilégiés qui mangeaient au marché noir et qui s'empiffraient chez Maxim's. Et qu'est-ce qui est très intéressant chez lui? C'est cette analyse, qui est d'ailleurs une analyse très anti-soviétique. Mais non d'au-delà, qu'est-ce que les Américains, qu'est-ce que les Anglais font? C'est pas eux qui se battent. Et si vous lisez les mémoires, vous verrez sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces imbéciles? Pourquoi ils n'avancent pas? Parce que, comme le disait très bien, à partir de l'été 1941, à partir de Barbarossa, à partir de l'attaque allemande contre l'Union soviétique, comme le disaient très bien les policiers français, les policiers des renseignements généraux, qui sont de remarquables analystes, remarquables, hein, la police. C'est pas ce qu'on nous raconte à la télé, mais ce qu'on nous raconte à la télé n'a rien à voir avec les vrais rapports des flics. Et les rapports des flics en 41, c'est quoi? C'est la synthèse des rapports, je dirais même des rapports militaires. Et là, je vais faire une remarque qui est que la perception du changement de la guerre à partir de l'attaque de Barbarossa est immédiate. C'est-à-dire que, et je vais passer de la police de renseignement au haut niveau militaire, et chez nous, au haut niveau militaire, de la hiérarchie militaire qui a préparé la défaite de la France, et elle l'a préparée, pas parce que je l'ai décidé, mais parce que les archives le montrent, et en particulier un personnage très important qui est le général Hunziger, qu'on ne connaît plus parce que il est tombé dans l'avion en novembre 41, peut-être pas d'ailleurs de manière totalement aléatoire, voilà, parce que ça faisait un semestre, ça faisait plusieurs mois qu'il n'arrêtait pas de prévoir la défaite allemande. Il est mort en novembre 41. Et à la mi-juillet 1941, alors c'est vrai que le rapport n'est pas de lui, mais il en partageait toutes les conclusions, il se fait rédiger un rapport par un de nos excellents diplomates, un de ceux que je considère comme parmi les meilleurs diplomates français, avec toutes les caractéristiques, je dirais, habituelles de cette diplomatie, de ces gens privilégiés qui défendent les intérêts privilégiés, etc., mais qui ne sont pas des ânes et qui sont là pour informer leur État. Et donc, lui a rédigé un rapport extraordinaire, que je cite toujours, ça fait, je ne sais pas, 15 ans que je le cite, mais il mérite citation, il n'est pas assez connu, hein, ni en France ni ailleurs, c'est que un de ses collaborateurs civils, qui est donc Armand Bérard, lui rédige un rapport destiné à Pétain. On est le 16 juillet. Quelques jours avant,
un haut militaire belge est venu à Paris et a dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, pour la première fois, les Allemands sont arrêtés. C'est-à-dire que les Allemands ne rentrent plus dans du beurre. Et il y a tout un premier développement extraordinaire de ce texte qui dit, voilà, personne ne pouvait prévoir, enfin il y a plein de gens qui prévoyaient, mais pas lui, on ne pouvait pas prévoir une telle résistance du peuple soviétique, le paysan qui brûle ses récoltes, le soldat qui se bat comme un acharné, et il dit, mais si ça dure 2 mois, les Allemands sont, la victoire allemande est extrêmement compromise. Si ça dure 3 mois, les Allemands seront vaincus. Vous m'entendez bien? En juillet 1941, qui est-ce qui se bat à l'époque? Personne. Alors vous savez, les anti-russes qui ont succédé aux anti-soviétiques et qui sont, quand ils sont très vieux, sont les mêmes, nous expliquent, oui, mais de toute façon, le rôle de l'Union soviétique, enfin, ça n'a aucune importance. Vous savez, ils adorent nous préparer les choses à la sauce morale, d'ailleurs tout à fait hors de la plaque. Pourquoi? Parce que finalement, on n'aurait aucune reconnaissance à apporter à l'Union soviétique parce qu'elle a bien été obligée d'entrer dans la guerre vu que son allié chéri allemand l'a frappé. Alors ça va m'amener d'ailleurs à traiter un point qui est un des points très très importants de la réécriture, non pas d'aujourd'hui de l'histoire, de la vieille réécriture de l'histoire. Hein? C'est-à-dire que finalement, voilà, c'était des alliés. Et puis Hitler, ce vilain Hitler, hein, au moins aussi vilain que Staline, et même quelquefois plus, à peine, hein, parce que ça n'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais voilà, il aurait attaqué l'Union soviétique, donc cette Union soviétique, finalement, voilà, elle ne joue aucun rôle dans la guerre, et puis elle avait été alliée. Je vais y revenir. Et ce que dit Hunziker n'est pas compliqué. Il dit pour la première fois, et ça, toutes les archives le prouvent, hein, et tous les contemporains l'ont compris, pour la première fois, les Allemands ne progressent plus. Ils avancent, là, ils avancent. Ça, dans les plaines de l'Union soviétique, ils vont avancer. Mais ils avancent avec des difficultés extraordinaires. Je vais vous donner un seul exemple, extraordinaire, analysé par un excellent historien allemand, qui a d'ailleurs perdu son poste en 1991, parce que comme les Vessies, les gens de l'Ouest, ont piqué tous les postes universitaires des gens de l'Est, il a perdu, c'était le meilleur, c'est le meilleur, il est très âgé maintenant, c'est le meilleur historien de l'histoire économique allemande. Hein, et c'est un analyste du pétrole, qui est le moteur des 2 guerres mondiales et on le sait, est le moteur des actuelles guerres impérialistes. Et donc, il analyse cette guerre, il s'appelle Eichholz, il analyse cette guerre, il analyse ses enjeux pétroliers, et il fait cette analyse, il explique que quand les Allemands ont avancé assez vers le Caucase pour arriver jusqu'au premier puits de pétrole, ces premiers puits de pétrole qui avaient été un facteur déclenchant de la guerre non déclarée contre la jeune Russie soviétique, parce que l'Occident voulait conserver, notamment les Anglais, voulaient conserver le contrôle sur le pétrole. Quand les Allemands sont arrivés à l'automne 1941, les Soviétiques, ils n'ont même pas eu 3 semaines d'exploitation. Les Soviétiques avaient tellement bousillé les installations, ils aimaient des clous, n'importe quoi, sur je ne sais combien de mètres dans le sol, qu'il aurait fallu, si les Soviétiques ne les avaient pas fait reculer, il aurait fallu des mois pour remettre en exploitation. Donc, premier constat, ce sont les Soviétiques qui tuent le Blitzkrieg. Mais alors qu'ils le tuent, hein, parce que
Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose qu'on ne raconte jamais et que j'ai raconté dans un ouvrage, et notamment d'ailleurs sur la base d'archives et allemandes et françaises. Je ne sais pas si on me croira, mais si on lit mon ouvrage Les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis, on me croira parce que les sources y sont. Et bien donc, en janvier 1942, Hitler, et je dis bien Hitler, hein, Hitler disait que les carottes étaient cuites. C'est-à-dire que la guerre était intenable pour les Allemands. Elle était intenable pour les Soviétiques. Je rappelle quand même, parce qu'on ne le dit pas, hein, je rappelle que les dernières estimations de la guerre, des pertes de guerre, étaient établies à peu près 27 millions de morts, 27 millions de pertes pour l'Union soviétique. C'est-à-dire, il faut l'avoir en tête, c'est un cas historique exceptionnel. Plus qu'une décimation de la population. Je rappelle qu'une décimation, c'est 1 sur 10. Hein. Plus que ça. Ne parlons pas, parce que les Allemands ne peuvent pas aller au-delà de l'Europe, de ce qui n'est qu'une partie de l'Union soviétique qui a été occupée, hein, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Union soviétique. Eh bien, un des meilleurs historiens américains militaires, celui qui a pris la succession d'un autre qui était aussi bon que lui d'ailleurs, et qui a passé une partie de sa vie, il s'appelle David Glantz, qui a passé une partie de sa vie à analyser la guerre contre l'Union soviétique. Il l'a analysée sous toutes les coutures. Hein. Et en 2020-2021, il a fait une série de conférences. Pour la première fois en France, on dispose, je crois, depuis 2022 d'une traduction. J'incite tous les auditeurs à lire le livre, parce que je dirais que qui a lu ce livre, moi je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire militaire, hein, mais qui a lu, il se trouve que, bon, je suis spécialiste d'histoire économique, diplomatique, etc. Mais si vous voulez, il apporte, David Glantz apporte un complément absolument indispensable. C'est-à-dire qu'il fait ce qui manque absolument, et plus que jamais, encore plus depuis 2022, mais ça ne date pas de 2022. Ce qui manque le plus à nos analystes propagandistes, c'est évidemment une appréhension sérieuse des choses, et notamment une appréhension sérieuse toute bête à laquelle procède David Glantz, c'est-à-dire une appréhension comme historien militaire de la taille des fronts, de l'ampleur géographique des fronts, d'une part, et des effectifs. Combien de divisions? On a prêté à Staline une réflexion complètement idiote. Alors là, je peux vous dire, elle n'est trouvable par aucun bout, dans aucun type d'archive. Que par exemple, Staline aurait dit à propos du Vatican, oh, combien de divisions? Staline est un type intelligent qui ne s'est jamais posé une question pareille, c'est tellement idiot. Vous voyez, ça fait partie de ces fausses connaissances en histoire, ou à partir d'un ignare. Il y a eu 250 divisions allemandes. Plus que ça. Plus que ça. Il y a encore à la fin de la guerre 270 divisions allemandes. Mécanisées et oui. Alors, c'est ce qui montre très bien. Il fait une analyse de l'ampleur des fronts. L'Union soviétique, elle combat sur un front qui fait 2000 kilomètres, avec 300 divisions contre 300 divisions. C'est monstrueux. On n'a jamais vu une guerre comme ça. Alors, écoutez, je vais juste rappeler quelque chose. J'ai dit 27 millions. Bon, ce que dit David Glantz, c'est que c'est pas 27, c'est très probablement 35. On va pas se battre sur les chiffres, on va juste faire une remarque.
c'est que l'Union soviétique elle-même, je dirais, qui pensait ses plaies, qui se savait très faible et qui savait très bien que ses adversaires de l'Occident la savaient très faible, l'Union soviétique à elle-même, et puis qui ne voulait pas, je dirais, flanquer un cafard définitif face à sa population, l'Union soviétique elle-même a minoré ses pertes. Elle a dit volontiers à la fin de la guerre qu'elle avait perdu 18 millions de personnes, dont on le sait, une majorité de civils, ce qui est encore un cas tout à fait particulier. Ça n'est pas le cas de la Première Guerre mondiale. La guerre allemande contre l'Union soviétique est une guerre, on l'a dit souvent, tous les historiens sérieux l'ont dit, c'est une guerre d'extermination. C'est une guerre d'ailleurs d'extermination, j'essaie de masquer. C'est une guerre d'extermination qui s'alimente à la folie pan-germaniste qui a été préparée, je dirais, depuis le 19e siècle. Et c'est une guerre, c'est un génocide généralisé. Hein. Aujourd'hui, on cale l'information de propagande déteste le terme de génocide. Il faut remarquer d'ailleurs, qu'elle a détesté, je vais y arriver, non, j'y arrive pas, elle a détesté le terme de génocide pendant longtemps sur le génocide juif. Elle l'a pas aimé du tout. Et puis au moment où ceux qui forment notre opinion, ceux qui tentent de faire passer la propagande pour l'histoire, écrasent les esprits au point que, en Occident, il n'est pratiquement plus un débat possible entre gens qui sont d'avis différents. Ça durait depuis 40 ou 50 ans, mais enfin, de temps en temps, il y a un petit créneau, là, il n'y en a plus du tout. Eh bien, c'est une guerre génocidaire, à un degré qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire une guerre qui, s'il y a 30 millions de morts, est de l'ordre de 15 millions de soldats et 20 millions de morts civiles. On n'a jamais vu ça, jamais. Alors, je vais rappeler juste une chose, qu'on chipote sur 27 ou sur 35, c'est que les États-Unis, tout front confondu, et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, le front européen étant le front le plus meurtrier, notamment d'ailleurs parce que les Allemands sont un peu énervés au tournant de 1944, ils ont voulu montrer aux Américains de quel bois ils se chauffaient, et ils leur ont collé une offensive dans les Ardennes qui a valu directement de l'ordre de 20 000 morts aux Américains, après quoi, je dirais d'ailleurs après quoi, ils ont fait quelque chose de tout à fait sympathique. Mais donc, les États-Unis ont, selon les estimations, perdu sur tous les fronts, de 1941, de décembre 1941, attaque de Pearl Harbor, donc y compris le front asiatique, ils ont perdu entre 290 000 morts, 200, tous évidemment militaires, tous. Et maxi, mais plus personne n'utilise, plus aucun historien sérieux ne cite le chiffre maximum qui est 400 000. Disons entre 290 000 et 300 000 morts. Vous m'entendez bien, les États-Unis, qu'on nous présente ces dernières décennies comme le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, et le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale qui aurait été, je dirais, la seule partie prenante dans le front occidental, parce que ce serait eux qui nous auraient libérés. Ils auraient libéré les Français, puis après toute l'Europe occidentale, pendant que les Soviétiques écrasaient l'Europe orientale, voilà, et la martyrisaient, parce que c'est bien connu.
elle était constituée de délicieuses démocraties dans l'entre-deux-guerres. Et voilà, et c'était la tutelle de l'Union soviétique qui les avait vraiment martyrisés depuis mai 1945. Parce que j'ai l'air de... Professeur, le tableau que vous peignez avec beaucoup de talent et avec, qui est effectivement extrêmement didactique et intéressant, ça, c'est un peu l'articulation de cette représentation, de ce narratif. Voilà, c'est exactement un narratif télévisuel, audiovisuel, tout ce que vous voulez, et c'est un narratif, évidemment, qui, dans nos contrées occidentales, je dirais, a forcément beaucoup de succès, puisque c'est le seul narratif autorisé. Et j'aborde là un autre problème, mais qui est un gros problème, évidemment, c'est le problème majeur ou un problème majeur de la perception historique, de la perception de la vérité historique, c'est que quand cette propagande gouvernementale, télévisuelle, journalistique, etc., je dirais, l'emporte sur tout, bon, évidemment, il n'y a plus de possibilité pour la moindre expression dans ce cadre télévisuel, audiovisuel, écrit, etc. Mais ces pratiques sont naturellement accompagnées de pratiques étatiques de première grandeur, c'est-à-dire d'une liquidation de l'enseignement de l'histoire dans la sphère considérée. Et il se trouve que moi, l'histoire, c'est mon métier. Qu'en plus, comme je suis une vieille dame, c'est une chose, évidemment, que je perçois depuis longtemps. J'ai eu la chance, au fond, j'ai une grande chance d'être une vieille dame, c'est-à-dire que j'ai eu encore l'héritage de ce qui a été la grande qualité de l'historiographie française. Je parle de l'histoire scientifique, de ce qui qualifiait la France comme représentante de la grande qualité universitaire, au même titre que, je dirais, tous les pays à forte université, voilà. Et moi, j'ai connu un enseignement de l'histoire dont je ne dirais pas naturellement qu'il était entièrement objectif, mais dans le cadre duquel d'ailleurs dont je ne me suis jamais éloigné, ça m'a coûté cher. C'est un cadre extrêmement rigoureux qui contraignait l'historien d'abord à acquérir le maximum de connaissances. Comme il s'agissait d'acquérir le maximum de connaissances, il était indispensable d'avoir une diversité formidable, c'est-à-dire que les enseignants vous disaient, vous êtes bien gentil, hein, vous soutiendrez une thèse un de ces jours, voilà, si vous devenez historien. En attendant, vous êtes modeste et vous lisez les autres. Et les autres, ils étaient en désaccord. Mais ils étaient en désaccord dans une structure universitaire où on pouvait déballer les désaccords. Si vous regardez aujourd'hui une tribune du journal de référence français, Le Monde, ou une tribune de Libération, ou une tribune du Figaro, etc., cette disputatio latine, ce qui fait la valeur je dirais, de l'université, de l'esprit critique universitaire, ça n'existe plus. Et comme dans le cadre de l'européanisation, de l'atlantico-européanisation de l'Europe, qui a mis sur le même moule toute une série de pays, quasiment tous les pays d'Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Les classes dirigeantes ont eu besoin, pour des raisons d'abord fondamentalement économiques, et puis aussi pour des raisons idéologiques, évidemment de généraliser l'enseignement, mais de casser cet enseignement, d'interdire de fait
l'enseignement de qualité et en particulier la liberté universitaire, j'y insiste beaucoup quand même parce que ça, évidemment, ça impacte l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale, mais réfléchissez à dans les pays où, pour toute une série de raisons, notamment d'ailleurs d'immigration, de contacts, etc. Je pense à un pays comme l'Angleterre. Dans des pays où l'université n'est pas aussi accablée, si j'ose dire, enfin, où présente une vision un petit peu plus diverse que celle de la France. La France, c'est une catastrophe. Hein. En France, tout débat est interdit. Mais pensez par exemple au débat en Angleterre, voire même au débat aux États-Unis, qui se traduisent ces temps-ci par l'inculpation d'un certain nombre d'éminents universitaires qui sont accusés de soutenir le Hamas, le machin. Je veux dire, c'est hallucinant. Chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans toute l'Europe de l'Union européenne, on nous a maquillé un bon enseignement destiné à faire des travailleurs chez Amazon, des employés qui fermeraient leur bec, qui ne se syndiqueraient plus, etc. Et on a fait croire qu'on généralisait l'enseignement et qu'on augmentait sa qualité. En fait, on a cassé l'enseignement de l'histoire. J'ai 2 collègues françaises qui ont fait un petit bouquin qui a eu malheureusement une publication très obscure sur l'enseignement d'histoire et qui montrait dans les années, ça remonte à une dizaine d'années, comment on avait en quelque sorte, je dirais, cassé ce qui faisait la spécificité du débat universitaire. Et ce débat universitaire, il a même disparu sur la guerre. De telle sorte que tout à l'heure, quand je disais, qu'on dit que en 1941, et on a toutes les sources qui l'attestent, il y a un consensus général des pro-allemands et des anti-allemands un minimum informés pour constater que la guerre, elle a repris avec l'attaque de l'Union soviétique. Et les Allemands qui étaient pépères tranquilles dans toute l'Europe occidentale, ils ont commencé à subir une partie de l'enfer qu'ils faisaient subir à l'Union soviétique. Et ça vous mesurez quand même ce que veut dire à la fois le niveau de dégradation de notre enseignement. Comment Professeur, on comprend très bien, excusez-moi, je vous interromps, on comprend très bien que durant, si vous voulez, la période communiste de la Russie, de l'Union soviétique, on comprend très bien qu'il y ait eu une tentative ininterrompue, en fait, de minimiser le rôle des peuples de l'Union soviétique, de minimiser le rôle militaire de l'armée rouge, de minimiser l'importance des victoires stratégiques de cette armée contre les hordes nazies. Ça, on le comprend, parce qu'à l'époque, il y avait l'ennemi idéologique qui s'appelle le communisme. Mais pendant la guerre, il faut bien y réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme en Russie. Et pourtant, cette russophobie prend une forme encore plus aiguë et elle s'articule toujours sur l'effacement de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très amusant de voir ça. Ça, c'est très logique. Alors d'abord, il faut bien mesurer que la connaissance n'existe plus maintenant justement de ce que rappelle David Lanz, c'est-à-dire, et il fait le bouquin est passionnant parce que c'est un tout petit bouquin et c'est un bouquin qui est plein de tableaux et des tableaux qui mettent ensemble des effectifs et des surfaces. Quand vous voyez, je dirais ce qui est résumé par le rapport d'un général français repris par De Gaulle, d'un général traître repris par De Gaulle comme tous les généraux de Vichy,
Bétoir, en mai 44, le général Bétoir fait un rapport. Qu'est-ce qu'il dit en mai 44? Et qu'on y réfléchisse bien, hein, parce que c'est un élément très, très important je dirais, de l'intoxication actuelle. Il dit, voilà, alors il faut savoir qu'en France, il y a à l'époque un très fort anti-américanisme pour une raison très simple que j'ai analysé notamment dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure sur les élites françaises. Les Américains, comme les Anglais, mais en pire, ont bombardé considérablement la France. Il faut le savoir d'ailleurs. Ils ont bombardé la France plus que l'Allemagne. Ça a quand même fait 75 000 morts. Je dirais sans aucun objectif militaire. Vous m'entendez bien. Je l'ai montré avec des éléments nouveaux, d'ailleurs dans un ouvrage sur la non-épuration, parce que j'ai analysé la dernière partie de la résistance de 43 à 44-45. Donc, on se retrouve en mai 44, d'ailleurs, avec des rapports du BCRA, c'est-à-dire du service de renseignement gaulliste à Londres puis à Alger, très inquiets, qui n'arrêtent pas de dire, mais si les Américains ne débarquent pas tout de suite, c'est calamiteux. Il y a et qui montre d'ailleurs quelque chose qui n'est pas non plus toujours su. Il y a un propagandiste fasciste, un grand fasciste d'avant-guerre, nourri par les milieux financiers avant-guerre qu'il trouvait très bien, un fasciste vraiment, je dirais, corps et bien dédié aux Allemands, qui sur Radio Paris faisait sans arrêt des discours et expliquait en 43-44 que les Américains tuaient la France. Et tous les observateurs du BCRA faisaient, c'était Philippe Henriot. Philippe Henriot qui a été liquidé en juin 44, assassiné par la résistance, et qui était très efficace parce que, outre qu'il avait de grands talents d'orateur à la radio, les très nombreuses villes qui avaient subi des bombardements effrayants, vous voyez, ça commence avec la phase en 42, avec, par exemple, en mars 42, les bombardements de Renault, qui ne gênent pas longtemps d'ailleurs l'appareil productif, mais qui tuent 1000 travailleurs. Et donc 75 000 morts, ça en faisait des morts à travers la France. Et donc les rapports du BCRA suppliaient, disaient mais vite qu'ils débarquent parce qu'il va y avoir un mouvement d'indignation contre les Américains. Alors les Américains, effectivement, ils se pointent le 6 juin. À ce moment-là, donc, Bétoir vient de dire la chose suivante. Où on en est en mai? Il dit l'Union soviétique représente encore 60% du front. Vous m'entendez bien? On n'est pas en 42, on n'est pas en 43, on n'est pas à la victoire de Stalingrad. On est en mai 44. Et il dit 60%. Pourquoi 60%? Parce qu'il y a eu un relais, qui aujourd'hui d'ailleurs est totalement nié. J'ai un collègue qui a assuré comme ça sa carrière médiatique, et qui nous a fait toute une série de développements sur le débarquement, voilà, et qui nous explique que la résistance française, c'est de la gnognotte, et que Eisenhower a voulu faire plaisir en disant qu'ils avaient beaucoup aidé les Américains, pas du tout, c'était juste un petit zakouski. Ah bon? Mais Bétoir, qui n'était pas un bolchevique, il racontait quand même en mai 44 qu'à ce moment-là, la résistance intérieure, je me permets de dire,
Je sais que ça a beaucoup agacé un certain nombre de mes collègues qui sont sortis de leur gonds. Je me permets de dire que cette résistance active est presque exclusivement communiste. Et comme j'ai consacré beaucoup de pages avec beaucoup d'archives à le démontrer, je continue à le dire et à l'affirmer et à le confirmer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à partir de 43, entre 43 et 44, parce que c'est là qu'il commence vraiment à y avoir une résistance armée, et je peux vous dire que c'est pas grâce aux armes américaines et anglaises qu'elle est là, hein, parce que y a pas eu grand-chose qu'ils ont pu avoir, hein. Mais ces gens, c'est-à-dire en très grande partie la France et l'Italie, parce que c'est là que, en Occident, la résistance active communiste ou sous direction communiste a été la plus active, 30%. On est à 30%, alors que on nous explique que pouf, pas du tout, bon, rien du tout, juste pour accompagner gentiment Eisenhower dans sa marche triomphale vers l'Allemagne. Qu'est-ce qui restait en mai 44 pour le front occidental, c'est-à-dire les Anglais et les Américains? Eh bien, vous faites les comptes, hein? 30 et 60, 30 le tiers et 60. Vous savez combien il restait? Il restait 4 à 7% pour le front italien. C'était rien du tout. Le front italien n'était rien du tout. Et d'ailleurs, Maurice Garçon n'arrêtait pas de pester. Il disait, mais ils vont mettre combien d'années pour conquérir l'Italie? Que les Américains se sont mangés tout seuls, hein, tout seuls. Malgré la présence britannique, de toute façon, quand ils étaient quelque part, ceux qui les accompagnaient en général n'en gardaient pas beaucoup de morceaux. Donc vous vous rendez compte, on est en mai 44. Alors me direz-vous, oui, mais à partir de juin 44. Ah, bon, non. Principe de réalité. Et ne jamais s'en éloigner, faute de quoi on est dans la divagation. Voilà, et suivre les principes de notre ancienne université qui nous avait enseigné le devoir d'érudition et d'esprit critique. Merci infiniment, Madame le professeur Lacroix-Riz. À très bientôt. C'était vraiment très édifiant et très instructif. J'espère que nos amis auditrices et auditeurs vont pleinement apprécier ce morceau d'anthologie analytique et ce regard immense sur l'histoire. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. Merci de votre patience. Et avec nos excuses.